Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être là, même si on n'est pas très nombreux. On va essayer de faire en sorte que tous ceux qui ne soient pas là, ils entendent parler de cette journée en bien, qu'ils se disent franchement, on aurait dû venir. Et je crois qu'on a des arguments pour ça. Donc effectivement, je m'appelle Geoffroy Bessot, je suis responsable de la coordination de nos activités de lutte contre la contrefaçon des médicaments pour le groupe Sanofi. Donc ça veut dire toutes les classes thérapeutiques qu'on peut avoir, la pharma, consumer care, c'est-à-dire les produits sans ordonnance, les maladies rares, les vaccins partout dans le monde. Et il y a du boulot comme on va le voir. Donc d'abord, je voudrais vraiment sincèrement remercier les organisateurs pour nous inviter ici. On est toujours très preneurs de ces interactions parce que ça nous permet aussi d'avoir un dialogue et d'avoir aussi votre feedback sur ce qu'on fait et probablement, on espère, d'avoir des bonnes idées ensemble. Donc vous avez compris, pour cette matinée, on va être plusieurs intervenants. Alors comme je suis le premier, je vais essayer d'aller relativement vite pour qu'on ait le temps de tout faire. Mon intervention, c'est deux éléments. C'est, on va dire, une overview finalement, de quoi parle-t-on, c'est quoi l'enjeu. Et ensuite, chez Sanofi, qu'est-ce qu'on fait? Pour vous donner quelques exemples. On ne prétend pas être les meilleurs au monde, mais on a quand même une certaine expérience qu'on voudrait partager avec vous. Alors tout d'abord, finalement, c'est quoi un faux médicament? On va le voir tout de suite. Ils prétendent être comme nous. Comment osent-ils? C'est vrai, ils nous ressemblent. On les trouve dans les mêmes emballages, ils ont la même forme et la même couleur. Mais permettez-moi de vous le dire, ils n'ont rien en commun avec nous. Les gens peuvent les désigner sous différents noms, peu importe le nom qu'on leur donne. Ce que vous devez retenir, c'est qu'ils ne sont rien d'autre qu'un crime contre les patients. Les patients que nous, les médicaments authentiques, avons pour vocation de protéger ou de soigner les patients qui comptent sur nous. Ils sont mensongers, illégaux et dangereux. Ils trompent les patients en leur faisant croire qu'ils reçoivent de vrais médicaments. Au contraire, ils augmentent la résistance aux vrais traitements. Et de plus, ils peuvent provoquer d'autres maladies ou handicaps, voire même la mort. Ces imposteurs prétendent être toutes sortes de médicaments, noms de marques et génériques. Ils sont partout, sur tous les continents. Ils sont vendus dans la rue, sur des sites web, même en pharmacie, tant aux riches qu'aux pauvres. Tout le monde est concerné. Mais nous pouvons réagir. Ensemble, nous pouvons informer les gens des dangers des faux médicaments. Partagez cette vidéo. Parlez à votre famille ou vos amis du danger des médicaments contrefaits. Informez vos patients et signalez tout cas suspect. Travaillez avec nous à sensibiliser les gouvernements partout dans le monde et à prendre les mesures pour lutter contre ce fléau mondial. Voilà. Donc, vous voyez les messages ici dont je parlais, un problème de santé publique majeur. On va voir l'aspect financier. C'est un crime. C'est très, très clairement un crime contre les patients partout dans le monde. Évidemment, il y a des pays qui sont malheureusement plus exposés que d'autres. Et on va voir ensemble quel est aussi un phénomène qui est dévastateur par rapport à la propagation de ces faux médicaments. C'est que non seulement ils peuvent être présents dans le circuit, on va dire, de distribution physique, mais également sur Internet. Et on va voir dans quelle proportion. Alors, je me suis amusé, entre guillemets, à regarder un petit peu dans les médias quelques articles pour vous donner la dimension, on va dire, universelle du phénomène. Donc, partout dans le monde. Donc ça, ce sont juste des titres, on va dire, de différents articles que l'on peut trouver dans la presse. Il y a même le NIH qui parle d'épidémie. Vous avez absolument l'ensemble des pays qui sont traités. Récemment, aux États-Unis, on a eu un certain nombre d'événements assez importants par rapport à la commercialisation de faux médicaments qui ont provoqué des morts en quantité considérable. Donc il ne faut pas se méprendre, hein. C'est un phénomène malheureusement universel et en expansion, malgré les efforts des différentes parties prenantes. Alors, on a vu déjà cette définition. Vous avez ici un certain nombre d'éléments qui vous montrent peut-être de manière plus illustrée ce dont on parle. Donc, soit il n'y a pas d'ingrédients actifs, des faux ingrédients, impuretés ou contaminants. On va voir tout à l'heure des photos magnifiques on va dire, de centres de production, si j'ose dire, en plein air. Donc, ça veut dire qu'évidemment, ça ramasse tout ce qui se passe, hein, de la poussière, des plumes d'oiseaux, des excréments, tout ça. Tout ça se retrouve dedans.
Évidemment, il y a aussi le problème de la conservation des produits, les faux packaging, la rupture de la chaîne du froid, ce qu'on voit pour des vaccins qui peuvent être soit des faux vaccins, soit des vaccins authentiques, mais qui ont été dérobés, qui ont été volés et qui se retrouvent évidemment en dehors du circuit de production, de distribution, on va dire, officielle, et qui évidemment ne rendent plus du tout leur service de santé. Savoir aussi que les faux médicaments sont aussi concernés les génériques. Hein, c'est absolument tous les médicaments. Alors, ici, j'ai repris dans un article, il y a deux articles très intéressants qui ont été publiés par l'OMS récemment. Et vous avez ici, au-delà de la définition qui se trouve sur la gauche, ici à droite, vous avez un schéma qui reprend, on va dire, un certain nombre de conséquences. Donc, vous voyez qu'il y a des impacts socio-économiques, évidemment des impacts en termes de santé et des impacts économiques. Donc, impact en termes de santé, on l'a vu, hein, mortalité, morbidité, perte de confiance dans le système de santé, dans les acteurs du système de santé, progression, quand on parle par exemple de faux antibiotiques mal dosés ou pas dosés du tout, progression des maladies. L'aspect socio-économique, eh bien, vous avez ici un certain nombre de conséquences qui sont liées au fait que, évidemment, quand vous n'êtes pas bien soigné, eh bien, il y a un certain nombre de, on va dire, d'activités que vous n'arrivez pas à conduire, et évidemment, ça a un impact sur la société. Et l'impact économique pour les sociétés, pour les États, il y a une étude, par exemple, de l'EIPO, qui est c'est le Bureau européen de la propriété industrielle, qui a évalué à peu près 90 000 en Europe uniquement par an le nombre d'emplois perdus liés à l'utilisation et au développement de faux médicaments, et à près de 2 milliards d'euros la perte en impôts, en taxes pour les États. Donc c'est aussi un aspect, on va dire, économique pour les États, en plus de l'aspect santé publique. Alors, je vous disais, un crime sans frontières. Ici, vous avez une estimation du taux de prévalence des faux médicaments, des médicaments falsifiés par territoire. Alors, ce sont des estimations, mais c'est pour qu'on ait une idée de la dimension du problème. Ça va de à peu près 1% sur les pays que vous voyez ici décrits, où il y a un système de santé, des systèmes de réglementation qui sont solides, jusqu'à 10, voire 30, voire 60-70% selon les pays, selon les classes thérapeutiques. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au Nigeria, pour les antidouleurs, etc. 80% à peu près, on estime, sont des médicaments falsifiés, etc. Avec des mafias extrêmement dangereuses. La patronne de la FDA locale a vu sa voiture mitraillée, sa maison incendiée, ses enfants menacés. Donc ça ne plaisante pas du tout. On a affaire à des gens, donc ça va en termes de production. De la petite entreprise familiale, papa, maman, les enfants avec des presses à bras pour faire quelques centaines de comprimés, jusqu'aux réseaux mondiaux mafieux, extrêmement bien organisés, qui font ça dans des usines gigantesques et qui produisent à peu près tout, n'importe comment, tout se mélange, etc. On verra tout à l'heure ce qui se passe sur Internet, de plus en plus important. Alors, comme c'est un crime sans frontières, un des facteurs clés de succès, c'est évidemment de travailler tous ensemble. Alors, tous ensemble, c'est qui? C'est les sociétés privées, c'est Interpol, c'est Europol, c'est la police, c'est les douanes. Donc, vous avez ici une opération qui s'appelle Pangea 10. Donc, chaque année, sous l'égide d'Interpol, se conduit au niveau mondial donc Pangea au niveau mondial, une opération qui consiste à mettre ensemble les forces et de faire une sorte de blitzkrieg pendant une semaine, et qui, chaque année, donc, on a un certain nombre de résultats. Donc, fermeture de sites internet, de faux sites, arrestation de personnes, saisie d'un certain nombre de millions d'unités. Vous voyez que 123 pays sont concernés. Donc, ce sont des initiatives qu'il faut encourager, parce que c'est que comme ça qu'on pourra ensemble réussir à, je ne dis pas juguler, mais combattre ce phénomène. Alors, on va le voir tout à l'heure, les 3/4 à peu près des contrefaçons, des faux produits viennent de Chine et d'Inde, mais pas seulement, aussi d'Europe de l'Est. Alors, on a maintenant même les Chinois qui commencent à créer leur centre de production en Afrique, donc c'est terrible, parce qu'évidemment, ça veut dire que ça expose encore plus les populations fragiles à ces médicaments contrefaits. Et puis, comme ces faux médicaments, comme ces faux produits, on cherche évidemment à faire en sorte que les contrefaiteurs tâchent de faire en sorte que leur origine ne soit pas décelable.
eh bien, ils transitent par différents ports francs où les documents douaniers sont falsifiés de manière à complètement masquer l'origine des produits. Alors vous avez ici une sorte de résumé des flux internationaux. Donc vous avez par exemple ici en rouge un centre, on va dire, schématisé de production mondiale, en Chine par exemple, donc qui exporte par exemple dans toutes ces régions. Alors ça peut être ici de la vente dans les circuits de distribution physique, ou par exemple, si on prend ici l'exemple de l'Inde, production mondiale avec diffusion sur Internet par exemple. Ce n'est pas aussi schématique que ça, mais c'est pour vous donner une idée des grands flux internationaux. Alors, vous avez des centres de production mondiaux, régionaux. Il faudra ajouter à ça effectivement ici en Afrique le début malheureusement dans certains pays africains de centres de production chinois. Vous savez que les Chinois sont très présents en Afrique pour d'autres raisons, mais aussi pour ces mauvaises raisons-là. Et c'est un vrai problème. En Amérique latine, on le voit aussi, où là, c'est plutôt une production régionale destinée à servir, si j'ose dire, les pays locaux. Et en Russie, Ukraine, Europe de l'Est, Pologne, on a là aussi pas mal de centres de production. Donc, alors, je n'ai pas schématisé ici les flux financiers, parce que tout ça, évidemment, est assez complexe, mais on va le voir tout à l'heure de manière un peu plus détaillée avec ce qui se passe sur Internet. Alors, bon, il faut bien que tout le monde ait en tête que c'est toutes les classes thérapeutiques. Je l'ai déjà dit, mais franchement, je suis toujours surpris. Même dans les professionnels de santé, on le sait passer, c'est absolument toutes les classes thérapeutiques. Tout. Aux États-Unis, vous avez des gens qui vendent leur maison pour pouvoir avoir de l'argent, parce que vous connaissez les systèmes de santé là-bas, qui vendent leur maison pour pouvoir avoir de l'argent pour acheter leurs produits, leurs traitements contre le cancer ou autres sur Internet. Malheureusement, ce ne sont pas des produits authentiques. Et l'impact en termes de santé publique, c'est des centaines de milliers de morts par an. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est difficile à estimer. Comment fait-on? On part sur différentes sources. Vous avez des think tanks indépendants, vous avez l'OMS, un certain nombre de chiffres. Par exemple, il y a une étude du NABP, c'est le National Association of Pharmacists Board aux États-Unis, qui a dit qu'en 2013, à peu près estimé qu'en 2013, il y avait à peu près 120 000 enfants de moins de 5 ans qui étaient morts de n'avoir pas reçu des produits authentiques contre la malaria en Afrique subsaharienne. Donc voilà, quand vous mettez un certain nombre de chiffres bout à bout, c'est ça l'ordre de grandeur. Donc on parle vraiment d'un phénomène absolument gigantesque. Alors ici, j'ai repris dans ces deux études de l'OMS dont je vous parlais, publiées très très récemment. Ici, ils ont donc listé un certain nombre, on va dire, de produits. Donc vous voyez, comme je le décrivais, mais là c'est un peu plus argumenté, le nombre de cas reportés par un certain nombre d'États dans le cadre d'un programme général et mondial qu'a lancé l'OMS. Donc là encore, vous voyez, à peu près tout, et ce qu'on appelle les lifestyle products, c'est-à-dire aussi bien ce qui permettrait en théorie de gagner du muscle, ou les médicaments contre les difficultés d'érection, ou que ça, vous voyez, ça n'est pas non plus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'ensemble de tout ce qu'on pourrait trouver. Alors, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, pour les deux raisons qui sont là. Les sanctions aujourd'hui sont encore trop faibles et les profits sont gigantesques. Si vous investissez 1 000 $ Alors, en gros, on estime qu'au niveau mondial, c'est à peu près 200 milliards de dollars, les revenus pour les contrefacteurs. Alors, évidemment, les contrefacteurs ne publient pas leur livre de compte, mais c'est un ordre de grandeur. C'est l'équivalent à peu près du PIB d'un pays comme le Vietnam. Donc c'est gigantesque, ça a à peu près doublé en 10 ans. Voilà. Et c'est hyper rentable. Si vous investissez 1 000 $ dans la contrefaçon, on va dire ici, de fausses monnaies, ou dans l'héroïne, en gros, le retour sur l'investissement, il est de 1 à 20. Si c'est dans la contrefaçon contrebande de cigarettes, de 1 à 40. Si c'est dans la contrefaçon de faux médicaments, eh bien, on est dans l'ordre de 1 à 200 ou 500. Donc c'est juste gigantesque, et c'est pour ça que c'est ça qui explique aussi que les mafias, en gros, maintenant, pour certaines, elles détournent leur savoir-faire, si vous voulez, acquis, si j'ose dire, dans d'autres domaines, les domaines qui sont ici plutôt à gauche, pour aller dans la partie droite et continuer à développer leur business. On a affaire ici à des criminels dont le principal moteur, c'est de faire du pognon. Et vous allez voir comment. Le futur, il n'est pas super rose non plus, parce que, comme je le disais,
De plus en plus, les médicaments contrefaits deviennent une des principales sources de revenus de ces mafias et du crime, ce qu'on appelle le crime international organisé. Alors, comme les contrefacteurs sont des opportunistes agiles, eh bien, tout ce qui peut servir leurs initiatives va être mis à profit. Par exemple, ici, en termes de nouvelles technologies, vous avez l'exemple d'une imprimante 3D. Vous pouvez très bien imaginer que plutôt que d'avoir une presse un peu lourde, machin, pour faire quelques comprimés, vous mettez en ligne 200 ou 2000 imprimantes 3D avec de la poudre ou n'importe quoi dedans, et vous avez ce qui ressemble à des comprimés. Ça travaille la nuit, il ne faut personne, et c'est du bon business, si j'ose dire. Internet, alors on va voir à quel point Internet est dramatiquement, on va dire, un vecteur formidable, malheureusement, pour la diffusion de ces produits contrefaits. Et puis, ce que j'ai mis ici à droite, médicaments vétérinaires, le nouvel Eldorado. Les contrefacteurs recherchent toujours de nouveaux business. Et par exemple, il y a quelques années, j'avais été confronté au fait qu'au Vietnam ou dans d'autres pays d'Asie, il y avait non seulement des vaccins vétérinaires qui avaient été contrefaits, mais aussi des médicaments. Et malheureusement, vous savez très bien qu'il y a parfois des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme. Donc quand l'animal n'est pas soigné, l'homme peut évidemment attraper certaines de ces maladies et qui sont parfois très graves. Je me souviens une fois aussi, on avait reçu chez Sanofi une délégation de pays du Moyen-Orient parce qu'ils ne comprenaient pas que les chameaux qu'ils soignaient avec différents antiparasitaires soient aussi malades que ça. On avait une photo magnifique avec un chameau qui ouvre la bouche et vous avez la gorge complètement envahie de parasites, et bien tout simplement parce que les produits qu'ils utilisaient, qui pourtant croyaient être officiels, etc., étaient des produits contrefaits. Donc les chameaux n'étaient pas bien soignés, donc leur valeur diminuait, et donc il y avait également un impact sur les populations. Il y a très longtemps, je me souviens, le docteur Charles Mérieux disait, en parlant de la santé, de la médecine vétérinaire et de la santé et de la médecine humaine, sans frontières entre les deux médecines, eh bien là aussi, c'est le cas. Ce qui peut affecter une population peut aussi avoir des conséquences sur l'autre. Alors, le cybercrime. Cybercrime, vous avez à peu près, là ce sont des données qui ont quelques années, mais en gros, retenez que l'ordre de grandeur, il y a à peu près 50 000 sites dans le monde, évidemment, ça change tout le temps, à chaque seconde, qui proposent des médicaments. Je mets vraiment d'énormes parenthèses là-dessus, d'accord ? La très grande part de ces sites sont illégitimes. Quand je dis la très grande part, ce n'est pas 5 ou 10%, vous voyez, on estime 94-95%. Et Internet permet évidemment, à partir d'un centre de production X, d'inonder le monde entier, au travers de ce qu'on appelle les petits colis, c'est-à-dire que vous avez des petits colis, des centaines de millions de petits colis qui sont envoyés par la poste. Alors par exemple, je n'ai pas l'image ici, mais il arrive qu'on ait un petit colis sur un produit qu'on a acheté sur Internet qui est emballé dans le Mumbai Times, par exemple, papier, ce qui donne un petit indice sur l'origine du faux médicament. Mumbai, c'est évidemment en Inde, et donc ça veut dire que les centres de production sont là-bas. Vous croyez acheter un très beau produit, parce qu'on va voir, les sites sont très bien faits, avec un très beau docteur quadragénaire, enfin faux docteur aux tempes grisonnantes et le stéthoscope bien visible, mais ce n'est pas ça du tout. Alors maintenant, je vais vous montrer un film qui, normalement, devrait décourager tous ceux d'entre vous qui auront encore envie, pour une raison X, d'acheter un produit sur Internet, sachant qu'il y a des produits, qu'il y a des sites qui sont authentiques, bien entendu. Mais là, vous allez voir, c'est une reconstitution, mais qui ne donne pas envie, on va dire.
on est en France, c'est-à-dire, on va le voir, mais on a la chance d'avoir un système de santé parmi les meilleurs au monde. Je ne dis pas ça parce que je suis pharmacien, parce que vous êtes médecin, pharmacien et professionnel de santé, mais c'est le cas. Et c'est aussi vrai pour permettre de faire en sorte que dans les pharmacies françaises et dans le système de santé français, il n'y ait pas de produits contrefaits. Et ça, c'est quelque chose dont on peut être légitimement fier. Pourquoi c'est comme ça? Parce que vous avez, entre autres choses, évidemment une régulation extrêmement stricte, mais un circuit de distribution court, des laboratoires pharmaceutiques, des grossistes, et je dirais des grossistes, quelques grossistes, parce qu'il est plus facile de contrôler 10 à 20 grossistes en France, mettons que 600, 800 ou 1000 comme dans d'autres pays européens, en Allemagne, en Angleterre, en Italie. Et tout ça participe du fait que il faut être extrêmement fier finalement de ce qu'on peut faire ici. Donc ici je vais juste faire un focus sur Internet parce que ici on parlait aussi dans cette journée d'innovation, etc. Donc c'est un business gigantesque. Alors souvent, donc j'ai parlé de leur aspect très chic. Hein. Vous avez aussi ce qu'on appelle des portails B2B, business to business, donc inciter des gens, des structures à devenir eux-mêmes des revendeurs de faux médicaments. On va voir ici quelques exemples absolument extraordinaires qui vous donnent une idée de l'activité en fait. Hein. Donc en 2016, près de 2 milliards ce qu'ils appellent bad ads, mauvaise publicité, fausse publicité qui ont été retirées de différents sites, dont 68 millions pour des produits pharmaceutiques non approuvés. Et comme vous voyez encore des chiffres absolument considérables qui témoignent. Alors ça, c'est les sites bloqués, mais évidemment, il y a tout le reste, tout ce qui n'a pas été bloqué. Et vous avez ici aussi une phrase qui est quand même assez effrayante. Google annonce avoir bloqué 6 fois plus de publicité illégale pour des produits de santé, au sens très large, hein, en 2016 qu'en 2015. Alors ça veut peut-être dire qu'ils ont pris conscience du problème et qu'ils s'y mettent, enfin, mais ça veut aussi peut-être dire que l'activité, malheureusement, des contrefacteurs grandit. Vous pouvez trouver tout ça sur le site de l'IRACM, Institut de recherche contre les médicaments falsifiés, que vous pourrez consulter avec Profit, qui est très bien fait. Alors, en fait, sur Internet, vous avez des réseaux. Alors, ici, je vous montre ça en histogramme, parce que vous avez des réseaux qui sont actifs, qui ont même des affiliés, et quand on fait une sorte de cartographie, vous avez une carte du monde avec des milliers de fils qui partent dans différentes régions et qui constituent cette espèce de toile, c'est le cas de le dire, mondiale. Et alors, quand je vous parle d'un business, regardons un petit peu ici les chiffres. C'est hyper profitable. Alors, il y a une étude qui s'appelle Pharmalix qui a été construite en 2012, que vous pourrez vous aussi retrouver. Prix de revient, pas grand-chose. Coût de transport, pas grand-chose. Bénéfice net de l'ordre de 15 à 20%. Et donc, ça veut dire, par exemple, si on prend un exemple concret, GlavMed, donc, qui fait partie des réseaux dont je vous ai montré tout à l'heure, à l'époque de cette étude, il y avait près de 2000 franchisés. Chiffre d'affaires total sur 3 ans, 173 millions de dollars. 30 millions de dollars de profit pour les managers par an. 30 millions de dollars par an pour les managers. S'ils sont 4-5 maximum, vous voyez le business. Donc cette étude Pharmalix, vous pouvez la retrouver facilement. Donc ça vous donne une idée des montants. Alors évidemment, tout ça se fait de manière extrêmement anonyme. Hein. On a vu tout à l'heure un exemple, vous avez vu dans le film envoi de médicaments par des complices. On a vu que les réseaux sont extrêmement, on va dire, agiles. Vous fermez un site comme ça peut être fait avec Pangea et hop, il y en a un autre qui sera réouvert. Enfin, tout ce qui peut permettre de falsifier, de permettre de ne pas retracer, par exemple, la dématérialisation des numéros de téléphone, faux emails et tout ce que vous voulez, eh bien, tout ça existe. Alors, vous avez des faux sites d'information. Ici, c'est un faux site d'information sur un produit qui a existé. Voilà, donc, mais vraiment, vous avez absolument n'importe quoi. Vous avez la falsification de faux logos. Ici, je vous donne quelques exemples, il y en a beaucoup plus.
Donc, vous voyez, au Canada, hein, beaucoup d'activités au Canada. Si vous avez la curiosité de répondre oui à des sollicitations que vous pouvez recevoir sur Internet, vous verrez que vous serez souvent redirigé vers un site au Canada. Alors en France, encore une fois, réjouissons-nous et soyons fiers de ce qu'on fait ensemble. Vous avez à peu près 300 sites web qui sont rattachés à l'une des 20 000 pharmacies d'officine en France. Ce sont des sites 363, à peu près, mettons 400. Vous avez ici, vous connaissez déjà probablement ça très bien, donc je ne reviens pas là-dessus, mais ces sites, on les connaît, on sait comment, en cliquant, vous savez, sur le logo, grâce aux précautions qui ont été mises en place par l'Ordre national des pharmaciens, comment s'en prémunir. Donc vous avez la vente de médicaments sur Internet en France qui est extrêmement encadrée, la liste des sites autorisés, les articles de référence, comment faire pour rechercher un site autorisé pour la vente en ligne de médicaments sur Internet en France, une partie pour les pharmaciens d'officine. Bon, tout ça est très 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 bien fait, ce qui n'est malheureusement pas le cas partout. Alors ici, je vous donne un exemple de ça. Donc je vous ai décrit un petit peu la situation. Qu'est-ce qu'on fait chez Sanofi? On a des systèmes de surveillance d'Internet. Donc si on prend on va dire le schéma dans ce sens-là, d'abord on détecte. Alors il y a des gens très très spécialisés pour ce faire, hein, des sites ou des réseaux suspects. Pour pouvoir documenter ce dont on parle, il y a une collecte d'informations qui est faite, non pas par nous, parce qu'évidemment, vous vous rendez bien compte que si on va sur ces sites avec une adresse, avec notre nom, ça va pas le faire. Donc c'est fait de manière encadrée avec des fournisseurs extérieurs. On vérifie tout ça, on cible, on fait ce qu'on appelle un test d'achat, c'est-à-dire que quelqu'un à l'extérieur se fait passer pour un consommateur lambda, achète le produit suspect en se faisant passer pour un client. Une analyse, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, qui est faite au niveau de notre laboratoire central d'analyse des contrefaçons, qui peut déboucher sur des enquêtes terrain et des démantèlements de réseaux ou la contribution à des opérations internationales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, Pangea, je vous en ai dit 2 mots. Ça fait partie de ces grandes opérations internationales qui doivent être conduites. Vous voyez que la dernière a impliqué plus de 123 pays, avec des partenaires publics-privés, des organismes internationaux. Voilà, il faut le faire pour ne jamais laisser les contrefacteurs en paix. Et ça, c'est une manière de le faire. Résultat, donc, vous avez ici, par exemple, aussi, vous avez ici un policier, là c'était en Colombie, qui saisit une assez belle quantité de produits, donc des sites internet fermés, les fournisseurs, des personnes arrêtées, des fournisseurs aussi de paiement suspendus, parce que le talon d'Achille de ces sites-là, c'est les fournisseurs de paiement. Et maintenant, après avoir décrit cette situation, je voudrais aussi rappeler en quelques mots ce qu'on fait chez Sanofi, donc pour protéger les patients des médicaments contrefaits. Alors, on a deux volets dans notre stratégie, une partie lutte et une partie prévention. La lutte, détection sur le terrain des produits contrefaits. Alors, le terrain, ça peut être soit dans le circuit de distribution physique des médicaments, soit sur Internet. Aussi, les douanes, parfois, il arrive qu'elles ouvrent des containers dans lesquels il y a des produits avec sur lesquels il y a le nom de différents labos. Évidemment, ils ne sont pas distribués comme ça, donc ils nous font signe. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ces produits, on les analyse dans notre laboratoire central d'analyse des contrefaçons, qui est basé sur le site de Tours, au sud de Paris, qui a analysé à peu près 35 000 produits suspects depuis qu'il a été créé il y a une dizaine d'années, donc ça veut dire une certaine expérience. Et si les produits sont effectivement contrefaits, un dossier est constitué, qui est retransmis aux autorités locales, de manière à ce que celles-ci puissent agir. Ici, vous avez un policier colombien dans un stand de production familiale. Vous voyez le petit napperon, là, c'est dans la cuisine ou ailleurs, qui a démantelé ce petit centre de production. Alors, je voudrais vous passer, là aussi, ici peut-être dire, je vais vous passer un film qui montre quel est le circuit que suit un produit suspect lorsqu'il est analysé dans notre laboratoire.
Donc le laboratoire, c'est le LCAC. LCAC, ça veut dire Laboratoire Central d'Analyse des Contrefaçons. Tous les produits suspects du monde entier arrivent dans ce laboratoire central. Alors, quelles sont les origines de ces produits suspects? Ça peut être, comme je le disais, des achats tests. Parfois aussi, vous avez la force de vente qui, dans une pharmacie, dans un pays donné, vous trouve qu'un produit, tiens, il a une drôle d'allure. Donc, ce n'est jamais les visiteurs médicaux qui s'en occupent lui-même, s'il ne fait pas son correspondant de sûreté, parce qu'on ne veut pas mettre les gens en danger. Il peut y avoir aussi des aspects pharmacovigilants. Je ne comprends pas, mon produit est plus actif, mais il a une drôle d'allure et la couleur n'est pas la même. Les autorités de santé. Et on va voir comment le produit La contrefaçon de médicaments, connaissez-vous? Selon l'Organisation mondiale de la santé, les contrefaçons de médicaments représentent jusqu'à 10% du marché mondial. Dans les pays industrialisés, son incidence est faible, mais dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et dans les pays à l'économie émergente, la contrefaçon de médicaments peut atteindre 20 à 30%. La contrefaçon de médicaments touche tous les domaines thérapeutiques, aussi bien les médicaments innovants que les génériques. Ce fléau relève d'un véritable trafic international qui génère des profits supérieurs à ceux du trafic de stupéfiants. Sanofi coopère avec les institutions gouvernementales et les organismes professionnels visant au démantèlement de ces réseaux illicites. Souvent très ressemblants, ces médicaments peuvent être dangereux pour la santé car sous-dosés, sans principe actif, contenant des impuretés ou des substances toxiques. Sanofi, leader de la santé, est un acteur majeur engagé dans la lutte contre la contrefaçon de médicaments dans le monde. Sanofi centralise et analyse dans son laboratoire spécialisé les produits suspects afin d'identifier les produits falsifiés et d'informer les autorités de santé locales. Le groupe est également très impliqué dans la lutte contre la cybercriminalité qui constitue un important vecteur de vente illicite de médicaments. Les experts du groupe interviennent dans la formation régulière des autorités compétentes, médecins, pharmaciens, douaniers, policiers, afin de renforcer la mobilisation sur les dangers de la contrefaçon. Donc vous voyez que en fait, et la directrice du labo me disait que donc effectivement quand ils ont commencé ils étaient 3, maintenant ils sont 15, avec un matériel qui est toujours plus sophistiqué, de manière à pouvoir vraiment documenter de manière extrêmement précise ce qu'il en est. Je vous donne un exemple. Il y a eu un épisode de vaccin de l'enfance contrefait en Indonésie en 2016. Donc c'était un réseau en fait, on a vu par la suite, qui était actif depuis 2003. Donc, ça veut dire que des dizaines de milliers d'enfants avaient reçu, pendant 13 ans, autre chose que des vaccins. Donc, n'étaient pas protégés, évidemment, contre ces graves maladies de l'enfance, et puis ils pouvaient avoir reçu des produits extrêmement dangereux. Donc, en relation avec les autorités indonésiennes, le labo a travaillé de manière à identifier exactement, documenter exactement ce qui se trouvait dans ces faux vaccins. Donc il a fallu récupérer des échantillons, les acheminer à Tours, les analyser, etc., de manière à pouvoir fournir tous les éléments d'action. Donc vous avez ici un résumé de ce qu'on a vu, examen visuel, examen chimique ou biochimique. Cross-checking ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout produit a une signature chimique, et si cette signature chimique d'un produit contrefait a déjà été retrouvée, par exemple, pour un produit contrefait qui vient de tel endroit en Chine, on peut se rapprocher de cet endroit et donc diriger de manière plus rapide les recherches sur cette région-là. Une vue du labo. Alors ici, j'ai voulu vous montrer un petit peu la réalité sur le terrain. Donc voilà, des produits saisis, un chien qui intervient. Donc vous avez vu ici tous ces petits colis, ces centaines de millions de petits colis diffusés par la Poste. Stratégie préventive, qu'est-ce qu'on fait? Je vais parler de la protection de nos produits. Le fait que, je vous l'ai dit, la législation est encore trop faible, mais il y a néanmoins une convention qui s'appelle la convention Médicrime qu'il nous faut promouvoir absolument. Et on a vu aussi qu'il y avait un déficit d'information de l'ensemble des acteurs, et c'est important de pouvoir conduire ces activités-là. Stratégie préventive au niveau industriel, qu'est-ce qu'on fait? On ferme nos boîtes, de manière à ce qu'évidemment, si elles soient ouvertes et qu'elles soient forcées, on voit qu'elles étaient forcées. On met en place, ça c'est de la technologie propre à notre entreprise, des labels de sûreté sur les boîtes, qu'ils soient visibles ou invisibles, overt ou covert. Overt, vous le voyez, c'est des hologrammes.
covert, ce sont des encres particulières qui sont disposées sur un certain endroit de la boîte, qui réagissent avec un lecteur qui permet de dire à un inspecteur qualifié que cette boîte est authentique ou pas. Et puis vous avez la mise en place de ce qu'on appelle la sérialisation qui va se faire pour l'Europe qui sera effective à partir de février 2019 avec une identification des produits à la boîte. Aujourd'hui, quand vous êtes à l'officine, vous savez très bien, la douchette permet de savoir quel est le produit, la date de péremption et le numéro de lot. Et bien là, ce sera une identification à la boîte. Je vous ai parlé rapidement de la Convention Medicrime du Conseil de l'Europe. Donc c'est le premier traité international qui établit un cadre juridique, qui criminalise tous les actes liés à la production et à la diffusion d'informations autour des produits contrefaits, qui protège les droits des victimes, parce que jusque-là, il n'y avait rien, et qui promeut ce qui est absolument indispensable, c'est une coopération au niveau des États. Rentrée cette convention en vigueur le 1er janvier 2017, entre autres grâce au professeur Gentilini de la Fondation Chirac, qui a œuvré extrêmement fort de manière à ce qu'elle puisse être signée puis ratifiée par un certain nombre d'États. Beaucoup de patients doivent beaucoup au professeur Gentilini. La convention a été signée par 27 pays, ratifiée par 11, dont la France en 2016. Et c'est vraiment un outil, on va dire, que l'on cherche à promouvoir de manière à fournir un cadre juridique pénal à ce fléau. On a vu qu'il y avait un déficit de communication, de connaissances même. Donc, nous travaillons à mettre à la disposition des différentes parties prenantes des éléments qui rappellent quelle est la dimension du problème et qui peuvent être également des outils soit pour les problèmes de santé, soit pour les patients, de manière à ce que ceci soit pour les douanes, par exemple des formations des douanes, parce que quand vous êtes douanier, que vous avez un conteneur dans lequel il y a 50 000 objets qui vont des jouets, pièces de voiture et faux médicaments, comprendre ce dont il retourne, ce n'est pas forcément simple. Et aussi une activité dans les médias, parce que c'est important que le grand public connaisse tout ça. On travaille aussi à mobiliser les personnes à l'intérieur de Sanofi. Je vous donne ici un exemple. Ici, vous avez en fait les enfants du personnel de Sanofi aux US, parce que là-bas, Internet à fond. Donc l'idée ici, c'était de leur dire pourquoi c'était dangereux d'aller sur Internet et qu'est-ce qu'ils risqueraient de trouver. Donc vous voyez, ça, ce sont des actions d'éducation interne au labo. Alors voici quelques exemples dans la vraie vie, donc des produits contrefaits. Donc vous voyez ici une valise bourrée à craquer de faux médicaments. Je vous ai parlé de sites de production en plein air dans des conditions, vous voyez, parfaites, d'hygiène. Ici, démantèlement d'un atelier clandestin en Chine. L'année dernière, on a démantelé des réseaux, des ateliers clandestins en Chine, en Indonésie, en Pologne, en Ukraine, en Amérique latine. Donc quelques exemples. Voilà, donc vous voyez là aussi, ça fait vraiment peur quand vous voyez ça, parce que vous dites que les gens qui prennent ces faux médicaments vraiment s'exposent. Je vous ai parlé de petits ateliers de production. Voici un exemple. Et puis ici, alors la bonne chance, ça c'est en Inde. Bonne chance pour trouver, pour discerner le vrai du faux. Bonne chance. Voilà, donc évidemment, j'en terminerai là-dessus. Je crois qu'on a bien vu que c'est un enjeu absolument majeur de santé publique, encore trop peu connu, mais majeur. Il nous faut combattre ces criminels sur les deux créneaux, dans le circuit de distribution physique des médicaments et aussi bien sur Internet. Et puis, ce n'est qu'en travaillant ensemble, professionnels de santé, forces de l'ordre, police, douane, associations de patients aussi, évidemment, que l'on pourra, on va dire, avoir un certain niveau de succès. Ici, je vous ai parlé de l'épisode indonésien. Donc, vous avez en haut à droite, c'était dans la presse locale, l'Indonésie va vacciner même des millions d'enfants après donc la découverte de ce réseau de produits, de médicaments contrefaits. Évidemment, notre enjeu à tous, c'est de protéger la santé des patients partout dans le monde, et y compris donc des agissements de ces tristes personnages. Nous allons continuer. Bien sûr, on prendra toutes vos questions après. Je crois qu'on va enchaîner les présentations. Je vais passer
la parole à Quentin, il me semble.